Bonjour à tous, Simon Vesperini. Bon déjà, pour commencer, annonce importante. Si tu veux vraiment te positionner dans la bien-pensance, il est temps de changer ton avatar Facebook. Il faut que tu enlèves le petit drapeau ukrainien et que tu le remplaces par le drapeau israélien. Voilà, si tu es dans l'escroquerie à la bien-pensance, c'est le moment ou jamais, sinon tu vas être has-been. Passons aux choses sérieuses. Dans cette vidéo, on va essayer, et je sais que c'est pas forcément facile, mais de faire la part des choses. Encore une fois, on va éviter les clichés des gentils, des méchants, comme j'espère on a pu le faire par le passé, mais on va aussi s'avancer sur quelques thèses, certaines peut-être un petit peu complotistes à ce stade, mais vraiment, que se passe-t-il et que devrait-il, que pourrait-il se passer à l'avenir quand il s'agit aujourd'hui du conflit, du nouveau volet du conflit israélo-palestinien? Alors je pense que la première des choses à dire, c'est comme le conflit ukrainien à l'époque, il n'a pas commencé le 22 février 2022. Le conflit israélo-palestinien, même si maintenant les gens se passionnent pour, ils deviennent des spécialistes de la géopolitique israélo-palestinienne, le conflit, il n'est pas nouveau, le conflit est en cours depuis 70 ans quasiment, au moment où je parle. Ce n'est qu'un nouveau volet, avec effectivement de nouvelles implications, une ampleur aussi qu'on n'avait pas connue depuis longtemps, on l'avait déjà connue, mais depuis longtemps, on l'avait pas connu comme ça. Et ce sont pas des équipes de foot. Comme d'habitude, on n'est pas censé se ruer sur « Ah ouais, moi je soutiens lui, ah non, ouais, lui c'est le méchant, moi je soutiens l'autre, attends ». Parce que ça, les gens qui se comportent comme ça, et là je vais poser un jugement, ce sont des escrocs à la bien-pensance. Ça me rappelle les enfants, les jeunes adolescents, dans la cour quand il y a une bagarre, et que tout le monde vient s'agglutiner autour, et vient encourager « Ouais, vas-y, crève-le !» Et ça, tout en étant en sécurité à l'extérieur de la bagarre. Là, c'est la même chose. Le beauf français qui est là sur son canapé et qui dit « Ah ouais, moi, je suis à fond pour Israël, hein !» Eh ben, c'est un gros... Voilà, je vais éviter les gros mots. Mais en vérité, peu importe l'équipe qu'il soutient, en adulte responsable, tout ce qu'il devrait soutenir, encore une fois, c'est un processus de paix. Parce qu'à applaudir son équipe de foot favorite, n'oublions pas qu'il est loin des hostilités et que ni lui ni son fils ne sont au front. Et que malheureusement, il y a des gens qui crèvent pendant que lui agite son petit drapeau. Alors on est au troisième jour d'un conflit, d'un nouveau volet du conflit, selon comment on veut le considérer. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, en Israël, c'est le reflet de cette redistribution des cartes à laquelle on a assisté au point de vue mondial, bien depuis février 2022. Ça ne commence pas vraiment à ce moment-là, bien évidemment, mais on va dire que c'est devenu plus évident à partir du conflit russo-ukrainien. Aujourd'hui, ce que l'on voit là, c'est une nouvelle expression des forces en présence. Et il faut, je crois, comme dans le cas de l'Ukraine, ne pas voir les choses simplement au niveau régional, mais de se rendre compte que ce qui s'affronte là, ce sont deux visions du monde. C'est un petit peu, pour citer, la guerre des mondes. Alors, comme d'habitude, il y a des gouvernements occidentaux, c'est à cause des Russes, c'est à cause de Poutine, oui, évidemment, on va se poser la question plus loin. Ce que je vois, moi, c'est que on a certains pays des BRICS, on a certains pays arabes du Moyen-Orient, et on a de l'autre côté l'Occident collectif, et jusqu'à présent on avait les Américains qui étaient les gendarmes du monde. Les gendarmes du monde tenaient plus ou moins tout le monde en respect. Dès qu'il y avait quelqu'un qui dérogeait à la règle, on allait, on le bombardait, on détruisait son pays, on lui donnait la démocratie. Là il semblerait qu'au moment où leur armée internationale, l'OTAN, semble s'empêtrer un petit peu en Ukraine, où il y a des difficultés aux États-Unis, parce que c'est un pays aujourd'hui qui est très divisé. Nous, on voit un vieux monsieur croulant, mais derrière le vieux monsieur croulant, il y a des gens qui se disputent, et le pays, quelque part, d'une façon, il est un petit peu sur la tangente. Il y a des restrictions budgétaires, il y a des stocks militaires, des stocks d'armement qui sont largement entamés, on va dire. Mais on a aussi, pour la première fois dans l'histoire récente, un pays, tout seul, qui tient tête à l'OTAN, puisque en Ukraine, l'Ukraine est un proxy, c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie. Eh bien, il semblerait qu'il y ait d'autres pays dans le monde, d'autres puissances dans le monde, qui jusqu'à présent ont été intimidés par la force de frappe américaine et de l'OTAN, qui aujourd'hui prennent confiance, qui, dans ce même mouvement global de dire « il y en a marre de l'hégémonie américaine, maintenant on veut faire ce qu'on veut », on veut être respecté, eh bien il y a des pays, par exemple, comme l'Iran, ce qui me concerne là le plus directement, le plus immédiatement, qui dit, maintenant, les Américains, il me semble que le moment opportun pour se faire l'État israélien à côté, c'est maintenant. Maintenant où ils sont divisés, maintenant où il y a des moments de faiblesse, maintenant où leurs stocks d'armement sont un petit peu entamés, moment aussi où ils sont occupés ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, sans trop s'avancer, on peut dire que le soutien de l'Iran est assez évident, puisqu'on a l'organisateur de l'opération El Aqsa, donc Tempête El Aqsa.
c'est la vague d'attaques, d'attentats terroristes, comment vous voulez l'appeler, sur Israël il y a quelques jours en arrière. Donc il remercie l'Iran pour son aide, et on a carrément bien le président iranien qui célèbre la victoire, le succès de l'offensive. Donc bon, on va dire qu'ils sont un peu mêlés. D'un autre côté, autre chose un petit peu effrayante, parce qu'en fait, la question aujourd'hui c'est ça. Est-ce que Israël va se contenter d'écraser le Hamas, chose qu'ils attendent depuis fort longtemps, et puis ça s'arrête là, on n'en parle plus, en tout cas c'est un conflit qui se limite à ça, ou est-ce que les pays arabes autour, est-ce que certains mouvements armés autour rejoignent la guerre? Puisque le Hamas a appelé aux autres groupes environnants, aux autres pays arabes environnants, à venir les soutenir. Vont-ils répondre à cet appel? C'est là quelque part que ça se joue. Si on n'en vient pas à ça, eh bien oui, les Israéliens, avec la bénédiction de l'Occident, vont bombarder Gaza. Rien de neuf. Ils vont le faire avec plus d'intensité que précédemment. Sans doute, ils ont carte blanche pour le faire. Et ils vont pouvoir finalement mettre fin à la menace du Hamas. En tout cas, au maximum qu'ils pourront. Par contre, si on a d'autres factions armées, le Hezbollah par exemple, qui est une faction armée qui est au Liban, qui ont balancé quelques missiles, alors ils ont atterri dans le désert au nord d'Israël. Pour l'instant, ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux, visiblement. Ils n'ont pas les moyens de faire beaucoup mieux, mais ça reste un mouvement qui est très puissant, ça reste un mouvement qui est en appui du Hamas. Si demain, ils interviennent réellement, on a une extension du conflit. L'extension du conflit, quand ça touche au Moyen-Orient, c'est une poudrière. Le scénario ici, celui que l'on peut craindre, puisque une guerre mondiale, ça se met en place comme ça. Une guerre mondiale, on a des puissances principales qui s'affrontent par proxy ou en direct. On a un déséquilibre des forces dans le monde et on a des conflits régionaux qui éclatent à droite, à gauche, pendant que les gros sont occupés ailleurs. Eh bien les autres, ils en profitent en fait pour faire ce qu'ils avaient envie de faire depuis un moment. Ils jugent que l'opportunité est bonne. Donc on a une déstabilisation au niveau de l'Europe, Russie, Europe, OTAN. On a un conflit larvé dans les Balkans, là aussi c'est un autre point chaud, historique, les Balkans, c'est pas nouveau, la Première Guerre mondiale on était déjà là. Et on a le Moyen-Orient qui est une poudrière. De l'autre côté là-bas, un peu plus loin, on a les Chinois et Taïwan. Les Chinois, à quel moment ils décident que maintenant ça suffit? Les Américains, ils sont occupés à droite à gauche, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont fait en Ukraine? Ils ont envoyé de l'argent, des armes, puis ça a fait quoi? À quel moment ils disent, nous, maintenant, on a envie de profiter comme tout le monde du moment où le gendarme, il est un peu occupé, où il est un peu fatigué, et puis on va aller récupérer notre île de Taïwan. Donc là, ce qui se met en place, si le conflit israélien se confirme comme être une guerre ouverte, et pas juste une attaque terroriste et une riposte, ce qu'on a là, c'est un scénario cousu de fil blanc, un scénario de Troisième Guerre mondiale. Au niveau des positions actuelles, c'est intéressant. On a le Qatar, on a l'Arabie Saoudite qui pour l'instant ne se prononce pas. On a l'Inde qui condamne fermement l'attaque du Hamas parce que l'Inde elle a sa propre histoire, ses propres problèmes avec ses musulmans dans son pays, avec les musulmans du Pakistan derrière. Donc on comprend leur position, je pense qu'elle est guidée par cette situation-là qui leur est propre quelque part. Il y a la situation de la Russie aussi. La Russie, même si elle pointe du doigt les actes de terrorisme du Hamas, parce qu'ils pointent du doigt les actes de terrorisme de certaines factions ukrainiennes, d'un autre côté, ils ont des musulmans dans leur pays, ils ont des Kadyrov dans leur pays, et puis ils ont aussi bien plus ou moins des alliés, des partenaires, l'Iran. Donc c'est une position qui est délicate pour eux. Mais les médias russes sont un petit peu comme les médias français, où ils mettent vraiment l'accent sur le côté inacceptable des actes de terrorisme du Hamas, malgré tout. La position de l'Iran elle-même, on en parlait, elle est très délicate, parce que l'Iran aujourd'hui soutient le Hamas, mais ils ne peuvent pas attaquer Israël. Ils en rêveraient, je l'imagine, ils en rêveraient, mais ils ne peuvent pas attaquer Israël ouvertement, parce que je crois qu'ils se feraient nuker par les Américains. Aujourd'hui, et les Américains le disent, beaucoup de commentateurs américains le disent, toucher à Israël, c'est toucher à l'Amérique. Aujourd'hui, ils soutiennent l'Ukraine, oui, si demain Israël est réellement menacé, donner le choix au gouvernement, n'importe lequel américain, entre sauver Israël et sauver l'Ukraine, moi je pense que la question elle est vite répondue, en fait elle ne se pose même pas. Aujourd'hui quand je regarde ne serait-ce que les marchés financiers, par exemple le cours de l'or ou de l'argent, on voit bien qu'on n'est pas en guerre. On est sur un événement terroriste, une riposte. Il n'y a pas d'entrée en guerre, c'est dans les jours à venir, puisque l'or et l'argent auraient pumpé beaucoup plus s'il y avait eu réellement une considération que ceci est une guerre ouverte. C'est dans les jours à venir, et selon les gens qui vont soutenir, rejoindre peut-être le Hamas,
qu'on saura où la chose va à ce niveau-là. Pour ce qui est maintenant de la situation strictement, parce que là on a parlé du monde entier, mais on n'a pas parlé des gens qui sont les premiers intéressés et meurtris, que sont les Israéliens et les Palestiniens. Et c'est une situation qui est éminemment complexe. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être un ignorant pour réussir à se positionner complètement, lui c'est le gentil et lui c'est le méchant. Je pense qu'il faut être un ignorant, il faut être sans cœur quelque part. Puisque la terre d'Israël, on la donne, ou on la rend, selon comment on veut l'interpréter, au peuple juif, sachant les souffrances qu'ils ont subies. Et là, ils se trouvent sur leur terre, là où quelque part ils devaient être préservés, là où quelque part ils étaient chez eux, finalement, loin des persécutions qu'ils avaient connues juste avant. Et là, ils se trouvent à se faire attaquer avec des femmes qui se font violer, qui se font enlever, qui se font assassiner, des enfants, des personnes âgées, chez eux, en Israël. Donc évidemment que c'est intenable. D'un autre côté, moi j'ai du mal à rester insensible au sort des Palestiniens, qui étaient là avant. Quand on connaît les conditions de vie depuis bientôt 70 ans des Palestiniens sur la bande de Gaza, aujourd'hui c'est vraiment parce que c'est Israël et que ce sont des Palestiniens que la communauté internationale, vu qu'on l'appelle comme ça, tolère un tel traitement. Si c'était un autre peuple, maltraité comme ça par un autre peuple, je pense que ça passerait pas, mais pas le moins du monde. On parlerait d'épuration ethnique, on parlerait de crimes contre l'humanité. Mais là, s'agissant de ces gens-là, avec ces gens-là, eh bien, on peut dire que c'est pas bien, mais on peut pas le condamner. Moi, je suis pas du tout insensible à la cause palestinienne. Par contre, quand je vois comment elle s'exprime là, dans les faits, d'un côté, vous me direz, ils n'ont pas d'armée réellement, ils sont condamnés, contraints à procéder à des attaques terroristes. Ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. Ils n'ont pas de tanks, ils n'ont pas d'aviation. Tout ce qu'ils ont, voilà, c'est des fusils qu'ils ont récupérés. Ou, on va y venir tout à l'heure, on va y venir à où est-ce qu'ils ont peut-être pu les récupérer et les implications que ça a. Mais ils sont réduits, ces gens-là, au terrorisme. Néanmoins, eh bien, évidemment qu'il faut être absolument sans cœur. Oui, je suis pas insensible à la cause palestinienne, mais dans son mode d'expression, je regardais cette jeune fille qui s'appelle Shani Louk, je crois, qui était là à un festival de danse, qui a été kidnappée, sans doute violée, massacrée et traînée sur un pick-up. On est dans la bestialité, on est dans la barbarie. Et on ne peut que condamner ça, peu importe quelque part. Ça ne peut pas le justifier, voilà, d'aucune manière. C'est pour ça que je dis que l'analyse est délicate et que franchement, prendre parti, c'est inconséquent, c'est idiot, dans le meilleur des cas, voire c'est criminel. On parlait de la provenance des armes, certains ont évoqué l'Ukraine, on va parler de l'Ukraine elle-même. Je pense que pour le conflit ukrainien, le conflit israélien est sans doute déterminant. On avait les Occidentaux qui commençaient à être un petit peu timides sur l'envoi d'armes et d'argent après les centaines de milliards pour le résultat que l'on connaît. Aujourd'hui, encore une fois, s'il faut choisir, ils vont choisir Israël. D'autant plus qu'il est possible, visiblement, que certaines armes qui sont arrivées entre les mains du Hamas, qui en ont fait on sait qu'ils en ont fait, provenaient d'Ukraine. Et c'est pas très surprenant, parce que je me souviens d'une époque où les Américains disaient que sur un convoi d'armes qu'ils avaient envoyé à l'Ukraine, 70% n'étaient pas arrivés à destination. Alors, je suis pas dupe, je pense qu'un convoi d'armes avec tous les moyens qu'a l'OTAN, il se perd pas dans la nature en se disant « il est passé où, je sais pas où il est ». Je pense qu'ils en profitent pour armer des gens qu'ils veulent armer. Mais je me souviens aussi d'une époque, et qui est peut-être toujours d'actualité, où bien certains Ukrainiens recevaient des armes et les revendaient sur le Darknet. Donc pourquoi pas au Hamas? C'est quelque chose qui visiblement est en cours d'étude. Si jamais c'est avéré et si jamais c'est publiquement admis, ça va compromettre d'autant plus l'aide militaire à l'Ukraine. Et là, vous le voyez, j'ai fait déjà un pas dans la supposition, parce que ça ne reste qu'une supposition, et dans le côté un petit peu complotiste de l'analyse. On peut aller un petit pas plus loin, si vous le voulez bien, tout en sachant que ça reste une hypothèse, et que oui, elle a un caractère complotiste, et que peut-être elle est fausse, mais on peut s'étonner quand on connaît les compétences, la force d'organisations comme le Mossad, comme le Shin Bet, qui sont les agences de renseignement extérieures et intérieures de l'État d'Israël. Quelque part, je ne vais pas dire que c'est la seule chose qu'ils aient à faire, mais une grande partie de ce qu'ils ont à faire, c'est surveiller les Palestiniens sur la bande de Gaza. Que les Palestiniens arrivent à préparer une attaque d'une telle ampleur en faisant venir des armes, d'où, puisque les Égyptiens contrôlent d'un côté, eux évidemment contrôlent partout autour, contrôlent même la partie maritime de la bande de Gaza,
qu'ils arrivent à préparer tout ça sans que les services israéliens s'en rendent compte, ben, je trouve ça surprenant, voilà. Je ne les pensais pas incompétents, je ne les pense toujours pas incompétents, je trouve ça surprenant. Les plus complotistes s'avancent déjà à dire que les Israéliens ont laissé l'attaque avoir lieu, de sorte à pouvoir riposter, de sorte à pouvoir se débarrasser une bonne fois pour toutes du Hamas. Et peut-être, pourquoi pas. Par contre, dès qu'il s'agit de l'État israélien qui laisserait mourir des Juifs, des Israéliens volontairement, je suis toujours très sceptique là aussi, parce que je pense que s'il y a un État qui réellement protège son peuple, c'est bien l'État d'Israël. Et ignorer cela, c'est ignorer l'histoire du peuple juif, et pas seulement à compter de la Seconde Guerre mondiale, mais avant aussi. Il y a des gens qui nous disent que l'attentat des Twin Towers à New York, aux États-Unis, bah, il a été voulu, il a été planifié, les Américains l'ont laissé faire, voire ils l'ont organisé eux-mêmes. C'est possible, je ne sais pas, mais là aussi, ça les a pas vraiment glorifiés, les Américains qui font tuer des Américains, c'est dur à croire. Après, c'est possible, c'est une théorie, je vous l'ai exposée. Ne pensez pas par contre qu'il y a des gens qui sont comme ça, parce que c'est pas la version officielle, c'est forcément la vérité. Ne pensez pas que c'est la vérité, ça mérite voilà, d'être évoqué, parce que certains l'ont évoqué. Il y a peut-être une part de vrai, mais peut-être pas. Pour finir, vu l'hystérie des médias français, le conflit en Israël a-t-il mis à la télévision française fin au conflit en Ukraine, comme avait mis le conflit en Ukraine fin sur la télévision française au Covid? Eh bien, les jours à venir vont nous le dire. Pour l'instant, j'ai fait une petite enquête. Vous savez, j'aime bien quand je veux prendre la température de la beaufrie en France, je fais un tour sur Facebook et je regarde un petit peu ce que les gens postent. Là, quand je les vois qui s'inventent des ancêtres juifs, qui se mettent à insulter les musulmans parce que, voilà, les événements d'Israël et tout, je me dis que ce qui se passe à la télévision, ça doit vraiment les pousser dans ce sens-là, qu'il doit avoir une bonne raison de les pousser dans ce sens-là. Donc voilà, c'est les jours, les semaines à venir qui vont nous dire si vraiment l'Ukraine c'est devenu has-been. Si l'Ukraine est devenue has-been, ben, ça serait quelque part une bonne chose, puisque ça permettrait finalement d'imaginer un dialogue de paix en Ukraine. Pour ma part, avant qu'il y ait trop d'intérêts internationaux en jeu, trop d'intérêts diplomatiques en jeu, j'aimerais, comme on aurait pu le faire à l'époque du commencement de la guerre en Ukraine, j'aimerais aussi bien évidemment que l'on trouve rapidement une issue de paix pour le conflit israélo-palestinien. C'est peut-être une note d'espoir, l'occasion de mettre bonne fois pour toutes fin à un conflit qui a duré depuis 70 ans et que l'on aurait pu résoudre, surtout dans les années 90, et qu'on n'a jamais fait. Peut-être que là, le fait d'avoir remis cette zone-là en branle, l'optimiste en moi se dit que c'est peut-être voilà, une nouvelle occasion de négocier une paix qui cette fois serait durable. Dans l'ensemble, ce ne fut pas une vidéo joyeuse. Je vous remercie si vous êtes resté, vous m'avez suivi jusque-là. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce à cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, ludique et utile. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à tous.